Je vous demande d'accueillir avec enthousiasme Gauthier qui va vous parler du coup des premiers pas avec un microcontrôleur et Google Cloud IoT Core. Bon, ce talk, c'est une introduction au microcontrôleur, genre comment tu t'écris du code pour un microcontrôleur si tu pars de rien. Et on va finir par comment connecter un microcontrôleur au cloud, et en l'occurrence à Google Cloud. Avant de commencer, juste une petite question pour vous, pour que je puisse vous connaître un peu mieux et pour que j'adapte mon discours. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà écrit du code sur un microcontrôleur? Putain, c'est incroyable. Vous êtes genre 80% de la salle. Donc même un Hello World sur Arduino et tout, ok. Intéressant. Je ne sais pas ce que vous faites ici. Alors, un microcontrôleur, c'est quoi? On peut dire que c'est un ordinateur dans un circuit intégré. Et ça contient tous les composants essentiels au fonctionnement d'un ordinateur. Donc là, vous pouvez voir un Arduino Nano, qui est une plateforme de prototypage, et qui contient ce truc noir-là, qui est le microcontrôleur. Et ça, c'est un Atmega 328. Donc ce truc noir-là, c'est un microcontrôleur. Qu'est-ce que contient un microcontrôleur? Ça contient un CPU, de la RAM, mais aussi des interfaces d'entrée-sortie, et puis de la ROM aussi. Donc vous avez vraiment un ordinateur vraiment minuscule qui a une très faible consommation et qui a un prix dérisoire. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est l'Arduino Nano. Donc ici, l'Atmega 328P. Et puis ce microcontrôleur-là, il est sur une plaque de prototypage qui est bleue et qui est l'Arduino Nano. Alors pourquoi c'est sur une plaque de prototypage? Tout simplement pour nous aider à avoir plus facilement accès à l'USB ou aux interfaces d'entrée-sortie, tout simplement. L'Arduino Nano, c'est genre 16 MHz, donc c'est quasiment rien. La RAM, c'est genre 2 kg de RAM, donc c'est vraiment ultra limité. Mais heureusement, tu as les Chinois qui sont arrivés, et ils sont venus avec ça, qui est l'ESP8266. Donc là, ils rigolent pas, les Chinois, vous savez. Et ils ont créé ce microcontrôleur, qui est la partie noire ici. Et vous pouvez voir immédiatement qu'il y a une antenne Wi-Fi déjà. Donc c'est plutôt stylé, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir faire des requêtes HTTP ou MQTT ou tout ce que vous voulez pour connecter ce truc-là à Internet. Côté mémoire, on est à 64 kilobits de RAM, donc c'est beaucoup plus, et en CPU, on est à 80 MHz. Donc on carbure déjà pas mal. Si vous êtes intéressé et vous voulez vous en acheter un, vous pouvez voir que ça ne coûte pas si cher que ça, puisque pour aller 1,75 € avec 1 € de livraison, vous pouvez vous en offrir un. Là, c'est la plateforme Wemos D1 Mini qui contient le microcontrôleur ESP8266. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'on vient à une époque où pour 2 €, vous avez un ordinateur où vous pouvez vous amuser, écrire des trucs. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas faire des trucs de ouf, mais vous pouvez vous amuser et c'est complètement incroyable. Et vous avez 80 MHz pour vous amuser. Bon, les Chinois, bien sûr, ils ne sont pas arrêtés là. Parce que, ok, 80 MHz, c'est cool, mais ils ont sorti ça, du coup, qui est l'ESP32. Donc là, c'est l'ESP8266, et ça, on passe à l'ESP32. L'ESP32, vous pouvez voir, il est un peu plus costaud. Encore une fois, c'est ce composant-là. Donc je l'ai en normal, si vous voulez voir. Donc en fait, l'ESP, le microcontrôleur, c'est cette partie-là. Et tout le reste, c'est la plaque de prototypage. Si on retourne derrière, on peut voir toutes les entrées-sorties. Donc vous pouvez en acheter et vous pouvez les souder sur vos propres plaques, vos propres PCB si vous voulez. Et vous voyez à quel point c'est minuscule. Alors pourquoi celui-là, il est bien plus stylé? Déjà parce qu'on passe sur du 240 MHz. Donc en gros, là-dessus, vous avez la puissance d'un bon ordi des années 90. C'est plutôt appréciable. Vous avez 520 KB de RAM. Encore une fois, là, on ne voit pas très bien, mais il y a une antenne qui fait Wi-Fi, mais qui fait aussi Bluetooth. Donc vous pouvez très bien créer des petits programmes qui fournissent une interface Bluetooth directement, ce qui est plutôt appréciable. Et puis donc on part sur dedans une puce pour le chiffrement qui est déjà intégré, donc de l'accélération hardware pour du chiffrement. Vraiment là-dessus, c'est plutôt un truc de ouf. Donc évidemment ça coûte un peu plus cher, mais ça reste abordable. Dans le sens où ça coûte 4,54 € expédition gratuite. Donc c'est complètement fou. Genre moi pour 4,54 € avec la poche, j'envoie juste un recommandé et là vous recevez depuis la Chine un microcontrôleur avec Wi-Fi, Bluetooth. C'est complètement fou. Enfin, je comprends pas comment tu peux réduire les coûts aussi fort.
Donc nous, on va utiliser ce microcontrôleur-là, qui est le SP32, tout simplement parce qu'il est plus rapide, il est plus cool. Et comme pour chaque plateforme, quand vous voulez programmer, vous avez différentes façons de le faire, donc vous pouvez utiliser votre langage de prédilection. Ce qui est recommandé généralement, c'est du C++, vous utilisez le SDK natif, qui est basé sur du FreeRTOS derrière. Et donc c'est vraiment bien d'utiliser du C++ parce que vous avez un vrai contrôle de la RAM, vous pouvez avoir un vrai contrôle de vos threads. Donc c'est appréciable, mais c'est un peu relou, quoi. C'est assez bas niveau et il faut écrire beaucoup de code pour pas grand-chose. Sur les Arduino, il y a un langage qui est assez utilisé, c'est le C-Arduino. Alors qu'est-ce que c'est que le C-Arduino? C'est un équivalent. On peut voir ça comme entre le C et le Java. C'est un C qui est beaucoup plus haut niveau. Vous avez moins à gérer la mémoire. Vous pouvez faire des concaténations de strings très facilement. Vous pouvez faire plein de trucs. Le C-Arduino, à la base, c'était fait pour les Arduino. Mais vous pouvez l'utiliser sur plein d'autres microcontrôleurs maintenant, comme le SP. Vous pouvez utiliser du Python avec MicroPython, du JS, du Lua, du Go, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Nous, aujourd'hui, on va partir sur du Arduino C, parce que c'est beaucoup plus facile d'accès, donc ça nous permet d'écrire le moins de code possible pour avoir le meilleur résultat. Et comme à chaque fois que vous décodez, vous pouvez utiliser l'IDE de votre choix. Donc si vous voulez commencer, vous utilisez l'IDE Arduino, qui est assez minimaliste. Il va vous permettre d'avoir un environnement de développement assez rapide, mais ça va être un peu plus compliqué si vous voulez par exemple avoir une gestion de dépendance ou avoir des breakpoints, débugger. Pour tout ça, vous pouvez utiliser l'extension Platform.io pour Visual Studio Code, qui va vous permettre d'avoir des trucs plus avancés. Encore une fois, aujourd'hui, on va utiliser l'IDE Arduino tout simplement parce que c'est plutôt simple pour débuter, et on va commencer avec un Hello World. Alors comment on fait quand vous lancez l'IDE Arduino? Bien sûr, vous ne mettez pas à jour pendant la démo, c'est pas recommandé. Donc vous avez l'IDE Arduino, vous mettez fichier nouveau, et ça va vous générer ce fichier-là avec deux méthodes. Donc deux contrats à respecter. Vous avez une méthode qui s'appelle setup, une méthode loop. Si vous connaissez un petit peu le C, c'est l'équivalent de ça. Donc setup, c'est la méthode qui est appelée au tout début. Donc c'est la méthode où généralement vous allez initialiser vos composants. Et ensuite, ce que fait l'IDE Arduino, dans un while true, il va appeler loop. Donc loop va être appelé en permanence juste après. Donc ça, c'est le contrat à savoir. Vous avez juste deux méthodes à implémenter. Setup pour initialiser vos composants, et puis loop qui sera exécuté par la suite en permanence. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la partie série. Donc je vais connecter l'interface série en USB sur l'ordinateur, et puis on va juste afficher un Hello World. Donc la première chose à faire, c'est d'initialiser l'interface série. Donc vous faites serial.begin, vous mettez 9600 baud, mais c'est un détail d'implémentation, c'est pas très important. Et puis vous faites serial.println de salut le devfest. Et puis, bien sûr, vu que c'est dans une loupe, on ne va pas écrire salut le devfest 10 000 fois par seconde, on va mettre un délai de 1000 millisecondes, donc on va afficher salut le devfest une fois toutes les secondes. Donc là, vous cliquez ici pour vérifier, pour compiler. Vous allez connecter votre microcontrôleur sur votre ordinateur. Donc vraiment simple, quoi, normal, hein, vous utilisez micro USB. Une fois que ça a compilé, vous allez cliquer sur ce bouton-là qui va, en fait, c'est marqué Upload. Ce que ça va faire, c'est que ça prend votre code, ça le transforme en un gros binaire qui va envoyer sur l'interface série pour flasher le microcontrôleur. Donc là, j'ai cliqué sur Upload, ça se connecte. Vous pouvez voir ici que c'est en train de flasher le firmware. Alors là, je le flash à une vitesse relativement lente, mais vous pouvez le flasher un peu plus rapidement. Là, je me dis, je vais le flasher à cette vitesse-là pour être sûr que tout fonctionne bien pendant la démo. Et donc, si vous cliquez ici sur le moniteur série, eh ben, vous pouvez voir ce que vous avez écrit, ce qui est salut le devfest, qui est écrit en loop, en boucle, une fois par seconde. Donc ça, c'est cool parce que vous pouvez voir que pour un Hello World sur l'Arduino, c'est simple, vous initialisez l'interface série, et puis vous faites juste serial.println, et puis c'est réglé. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste d'écrire des Hello World, parce que sinon, ça serait pas super cool. Donc, on va connecter. Vous voyez, il y a plein d'entrées-sorties sur le microcontrôleur, hein, toutes les broches qui sont ici, et on va connecter un capteur. Ce que j'ai pris, c'est j'ai pris un BME 280. Donc, c'est un petit capteur de température et d'humidité. Ça coûte quelques euros, ça coûte 3 fois rien. Et en fait, vous pouvez voir que il y a différentes manières de le connecter. Donc le premier, c'est marqué VCC et GND, c'est pour tout ce qui est le courant, l'entrée et la sortie du courant électrique. Et puis vous avez SCL et SDA, c'est une interface standard
de l'électronique, c'est de la SQRC. C'est en gros SDA, c'est de la data, donc toute la data va passer là-dedans. Et SCL, c'est de la clock, c'est pour synchroniser les échanges. Bon, c'est ce que vous faites généralement quand vous achetez votre capteur, vous mettez le nom de votre capteur, le nom de votre microcontrôleur, et puis vous regardez sur Internet comment vous le pluguez. Tout simplement, vous ne vous faites pas chier. À chaque fois, vous avez des détails. Mais si vous voulez le faire un peu plus proprement, vous téléchargez une spécification de votre microcontrôleur. Donc ça, c'est la spécification de l'ESP32. Et c'est marqué que tout ce qui est courant électrique, bah, l'entrée-sortie, c'est ici. Et tout ce qui est la data, donc la data en I2C, eh ben, ça sera sur la broche qui s'appelle 21. Et la clock, ça sera sur la broche 22. Donc je sais que mon capteur, il a de la data de la clock, donc je sais que je le connecterai au port 21 et au port 22, tout simplement. Donc j'ai utilisé Freezing. Freezing, c'est un outil qui va vous permettre de drag and dropper des composants et de faire des schémas plutôt jolis. Donc là, vous pouvez voir que le VCC, il est bien connecté avec le fil rouge vers le 3V3. Le ground est relié vers du ground. Le SCL, on avait dit que c'était, je ne sais plus quel GPIO, mais peut-être SCL, c'est 22. Donc vous voyez que SCL, le fil jaune, il relie bien sur le 22. Et puis le SDA, c'est sur le 21. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est comme des Lego. Vous juste branchez vos trucs et puis ça fonctionne si vous avez bien branché au bon endroit. Alors évidemment, pour nous faire sauver un petit peu de temps, j'ai déjà fait le câblage moi-même, mais c'est exactement la même chose que ce que vous pouvez voir sur le schéma de droite. Donc vous pouvez voir ici, c'est complètement la même chose qui a été faite. Donc j'ai juste pris une plaque de prototypage, j'ai mis mon capteur dessus, j'ai mis les fils vraiment aux bonnes broches du microcontrôleur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre l'IDE Arduino. Et ce qui est bien dans l'IDE Arduino, c'est que vous pouvez avoir des librairies. Donc vous allez généralement dans Tools, Manage Libraries, et là-dedans, vous écrivez le nom de votre capteur. Et puis vous allez pouvoir avoir l'opportunité de télécharger une librairie qui va vous simplifier l'utilisation de votre composant. Donc moi, j'ai acheté un BME 280 et j'ai juste téléchargé cette librairie-là. Alors ok, j'ai téléchargé la librairie, comment je l'utilise? Un autre avantage de l'IDE Arduino, c'est que vous pouvez aller dans Fichier exemple. Et dans Fichier exemple, vous pouvez avoir des exemples sur l'utilisation de votre librairie. Donc aujourd'hui, j'ai téléchargé cette librairie, BME 280. On va regarder l'exemple pour essayer d'avoir la température actuelle dans la pièce. Donc ce qu'il faut faire, là c'est un exemple un peu compliqué parce que le capteur peut se connecter de plein de façons différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à faire, c'est d'importer la librairie, normale. Puis ensuite, il faut avoir une instance de notre composant. Donc on prend l'instance de notre composant BME 280 qui s'appelle BME. Dans le setup, bien sûr, il faut initialiser notre composant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler bme.begin pour initialiser le composant. Et si jamais ça échoue, on va juste afficher un message sur la sortie USB. Donc, on va prendre bme.begin. On essaye de l'appeler. Si ça échoue, on affiche voilà, que ça a failé. Et donc, comment on récupère la température avec cette librairie? On appelle juste bme.readTemperature. Tout simplement. Et pour avoir le taux d'humidité, bme.readHumidity. Alors c'est ce qu'on va faire, on va prendre cette ligne-là, on va la remplacer par le defs, hop, et puis on va prendre l'humidité et on va afficher une ligne vide parce que c'est joli. On fait comme ça, hop, on va sauvegarder, encore une fois on clique sur Verify. Normalement j'ai plus besoin de l'exemple. Ça va compiler encore une fois le programme. Cette fois on connecte notre capteur, enfin notre microcontrôleur à l'ordinateur encore une fois, on va cliquer sur Upload. Et normalement, on devrait être capable d'avoir toutes les secondes la température et l'humidité. Donc vous voyez que en fait, c'est 3 fois rien pour avoir ça. Vous avez juste votre import, votre instance, vous l'initialisez, et puis juste bme.readTemperature quand vous voulez la température, et puis readHumidity, et puis voilà, on affiche du texte pour que ça soit un peu plus joli. Mais globalement, c'est ça. Donc on est en train de flasher là. On va voir l'interface série. Et puis voilà, vous pouvez voir que toutes les secondes, vous avez votre température et votre humidité. Donc vous pouvez voir à quel point c'est super simple avec un microcontrôleur et l'IDE Arduino de commencer, d'avoir juste 2-3 petits trucs comme ça. Donc là, il fait 26 degrés. Évidemment, si je souffle sur le microcontrôleur, ça augmente, c'est normal, parce que ça veut dire que ça fonctionne en live. OK. Donc nous, OK, c'est cool ce qu'on a fait. On a connecté notre microcontrôleur avec un capteur sur
sur notre ordi pour avoir les infos en local, mais c'est toujours mieux d'avoir les infos et de pouvoir les envoyer sur Internet. On peut imaginer que vous avez 50 microcontrôleurs qui envoient des données et tout envoie sur Internet, et ça serait beaucoup plus stylé. Donc, ce qui se passe, c'est vous avez sur le microcontrôleur une antenne. Donc, vous avez une stack Wi-Fi directement sur votre microcontrôleur. Donc, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel client HTTP ou quoi que ce soit, TCP, ce que vous voulez, pour envoyer des données vers Internet. Donc, vous pouvez très bien prendre ces capteurs de température et les envoyer, par exemple, sur un Raspberry Pi dockerisé dans votre maison qui a un serveur. Et puis, le microcontrôleur, il envoie sur votre Raspberry Pi et en local chez vous dans votre maison, vous pouvez voir toutes vos informations de température chez vous. Mais vous pouvez aussi envoyer vos données sur Internet. Et autant utiliser, donc vous pouvez hoster votre propre serveur, mais nous, ce qu'on a besoin, généralement, c'est d'un truc un peu plus scalable et secure. Et les plateformes cloud sont pas mal pour ça, et notamment Cloud IoT Core. Alors, Cloud IoT Core, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de connecter des appareils de manière sécurisée au cloud de Google. Donc, vous savez, sur le cloud de Google, vous pouvez utiliser n'importe quel service Google, par exemple PubSub, et vous pouvez avoir un client PubSub sur, par exemple, votre téléphone Android ou votre ordinateur pour envoyer des données. Mais ce n'est pas très standard, vous voyez. Donc, vous pouvez très bien envoyer des données sur le Google Cloud, mais ce n'est pas très standard. L'avantage de Cloud IoT Core, c'est que c'est une plateforme basée que sur des standards pour envoyer des données sur Google Cloud Platform. Alors, comment ça fonctionne? C'est basé sur une gateway. Donc ça propose une gateway HTTP ou MQTT. HTTP, vous connaissez, les requêtes HTTP, tout ça. Ou MQTT, qui est un protocole un peu plus optimisé pour l'IoT à base d'événements. C'est assez événementiel. Donc vous pouvez utiliser le protocole que vous voulez, qui sont des standards d'Internet, HTTP, MQTT. Et puis pour envoyer vos données sur Internet. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui avec, dans un premier temps, notre ordinateur. Alors comment on fait? La première chose à faire, c'est Cloud IoT Core, c'est sécurisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Google Cloud Platform, on va aller dans IoT Core. On va aller dans notre registry. Un registry, c'est un ensemble d'appareils. Par exemple, cette registry, on peut l'appeler ensemble d'appareils qui affichent la température. Donc notre ensemble d'appareils, on va aller dans les devices et on va enregistrer un appareil. Donc on enregistre un appareil pour dire que cet appareil a le droit de se connecter dans Google Cloud. On va l'appeler ESP32. Et puis, je vous ai dit que c'était sécurisé. Donc, comment se passe la sécurité? C'est avec une clé asymétrique de type RSA ou des elliptic curves. Donc, nous, ce qu'on va faire déjà, c'est de générer des clés. Pour générer des clés, on va juste utiliser OpenSSL pour générer une clé privée et puis son équivalent public. Donc, ce n'est pas très intéressant, c'est juste du OpenSSL. OK, donc j'ai généré deux clés qui sont là, une clé publique et une clé privée. Donc, c'est juste des elliptic curves, mais j'aurais pu générer des clés RSA. Et ce qu'on va faire, c'est que pour envoyer des données dans le cloud, il faut envoyer des données chiffrées. Enfin, pour savoir que l'appareil il a vraiment le droit de se connecter à la plateforme. Donc nous, quand on crée notre ESP32, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui filer à Google notre clé publique. Donc là, on spécifie notre clé publique. Et puis, on met create. Donc là, Google, il sait que la clé data du device credential est invalide. Normal. N'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on recommence. Donc j'ai deux clés. PV copy, en copie la clé publique. Ah, parce que je n'ai pas mis que c'était des elliptic curves. Je suis bête. Donc il dit que c'est normal. Bon, allez, c'est pas grave. Donc, OK, on a notre ESP. On dit que c'est du S256. Voilà, et là, c'est sûr que ça fonctionne. OK, donc dans Cloud IoT Core, on a enregistré un appareil, on lui dit, OK, l'appareil qui va envoyer des infos avec la clé privée et s'il y a un matching avec cette clé publique-là, ça veut dire que c'est le bon appareil normal. Et comment on fait? Eh bien, on va utiliser un autre standard de l'Internet qui est du JSON Web Token, du JWT. Donc j'ai utilisé juste un petit code Python. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la clé privée, il crée un token JSON, donc, où on spécifie quand est-ce que le token a été créé, quand est-ce qu'il va expirer, ici dans 60 minutes, et notre Google Cloud Project ID, qui s'appelle aujourd'hui IoT Core-project. Donc on prend notre token JSON, on le signe avec notre clé privée, et puis on aura notre JWT, tout simplement. Donc on va lancer le script Python, ça nous donne un JWT, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la gateway HTTP pour pouvoir communiquer et envoyer des données dans Cloud IoT Core.
Donc là, ce qu'on fait, c'est déjà on fournit notre JSON Web Token, on affiche un message Salut Toulouse, qu'on va signer en base64, on met juste 2-3 infos sur notre projet. Et en fait, je vous ai dit que c'est un standard d'Internet, donc là j'ai utilisé juste curl, qui est un client HTTP, qui va permettre, en header, on file le JWT, on envoie le message signé en base64, salut Toulouse, et puis on envoie ce message à cette URL-là, qui contient notre project ID, le nom de notre région Google Cloud, notre registry, qui est notre ensemble d'appareils, et puis device, qui est le SP32, c'est l'appareil qu'on a créé aujourd'hui. Et donc, si je lance cette simple requête HTTP, ça devrait envoyer les données dans Google Cloud. Et ce que ça fait, c'est qu'une fois les données sont dans Google Cloud, elles sont automatiquement mises dans PubSub. Donc je peux très bien query Google Cloud PubSub en faisant Google Cloud PubSub. Je veux récupérer les messages de ma souscription. Donc si je lance ça, je devrais pouvoir voir Hello Toulouse. C'est un petit peu lent peut-être parce que à cause de la connexion Internet, mais on va tester tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc en attendant, est-ce que je peux aller dans... Donc si vous voulez revoir l'implémentation, c'est tout simple, on fait juste une requête HTTP. Et cette requête HTTP, normalement, elle devrait... c'est sûr qu'elle a envoyé les données dans le cloud, puisqu'on a eu une réponse ici, qui était vide. Et là, il faut query Google Cloud PubSub, c'est un petit peu lent, mais ça devrait fonctionner. Alors, c'est très bien, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous ai montré sur HTTP. Voilà, vous pouvez voir le message qui est ici dans Google Cloud PubSub, avec les informations. Donc vous voyez à quel point c'est simple d'envoyer un message dans Google Cloud Platform, juste une requête HTTP des familles, enfin un truc super normal. Et si vous voulez voir en MQTT, c'est pareil, vous avez votre message, on va le lancer, mais on utilise un client MQTT, en l'occurrence ici je vais utiliser Mosquito, et puis on spécifie le JWT, et puis quel appareil est concerné dans quel projet Google Cloud, et puis ça envoie tout comme il faut. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a fait ça, on a vu qu'un ordinateur pouvait communiquer avec le cloud de Google de manière assez simple, juste avec des standards de l'Internet qui sont HTTP, JWT ou MQTT. On va prendre notre microcontrôleur, on va prendre notre Arduino, et encore une fois dans l'Arduino, on va aller dans les librairies, et quand vous écrivez Manage Libraries, et vous écrivez Cloud IoT Core, vous allez avoir une librairie qui s'appelle Cloud IoT Core JWT. Et cette librairie-là, ce qu'elle va faire, c'est que vous avez juste besoin de lui fournir votre clé privée, et puis la librairie va elle-même générer un JSON Web Token, donc vous n'avez pas à le faire avec le script Python que vous avez vu tout à l'heure, et puis elle va embarquer un client MQTT pour pouvoir envoyer les données tout simplement. Donc j'ai téléchargé la librairie. Encore une fois, dans l'idée Arduino, ce que vous faites, c'est vous allez dans les exemples, vous allez dans la librairie que vous avez choisie, vous prenez votre projet d'exemple, et puis vous allez mettre, encore une fois, toutes les infos dans votre projet. Donc, on va lire l'implémentation, mais vu que ça va prendre un petit peu de temps à compiler, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un projet qui est déjà existant, et puis on va les compiler, et pendant que ça compile, on va voir l'implémentation, on va voir ce qu'il faut faire. Ok, donc j'ouvre le projet, c'est celui-là. Évidemment, on va spécifier notre clé privée. Donc ma clé privée, elle est là, on l'a générée tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, on va utiliser OpenSSL pour avoir une signature de cette clé privée. Hop, on va la prendre. On va juste l'intégrer dans notre projet. Voilà, hop. Donc celle-là, ça va le faire. On compile, je ne sais pas si j'ai cliqué, hop. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour communiquer entre un microcontrôleur et Cloud IoT Core. Donc la première chose à faire, encore une fois, c'est dans votre dossier, vous savez tout à l'heure on a importé l'import pour le capteur sensoriel de température, et ben on a un include évidemment pour notre librairie Cloud IoT Core JWT. Dans le setup, tout à l'heure on avait setup l'interface série, là on a juste à appeler cette fonction setup Cloud IoT. Qu'est-ce que fait cette fonction? Elle va tout simplement initialiser le Wi-Fi sur le microcontrôleur avec votre SSID et tout ça. Et puis, elle va initialiser le client MQTT. On va continuer. Là, je vais essayer de flasher pour éviter de perdre du temps par la suite. Ensuite, dans le loop, on a juste ce code-là à écrire. C'est juste pour maintenir la connexion MQTT.
Donc, pour être sûr que le client est toujours connecté à MQTT. Et si jamais il n'est pas connecté, eh ben, on va reconnecter à MQTT. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que là, toutes les 5 secondes, donc j'ai mis un publish delay à 5000, toutes les 5 secondes, on va prendre, rappelez-vous, le BME.read température et read humidity, on les met juste dans un JSON, comme ça c'est un peu plus joli et ça sera plus facile à parser server-side. Et puis on va l'afficher sur la sortie USB et on va appeler publish telemetry. Et publish telemetry, ce que ça va faire, c'est que ça va appeler la méthode publish du client MQTT pour envoyer des données. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez connecter votre microcontrôleur à Cloud IoT Core, vous avez normal votre include, vous initialisez le Wi-Fi, sinon votre microcontrôleur ne pourra pas se connecter à Internet. Vous gardez une connexion MQTT, donc c'est du boilerplate. C'est toujours ces lignes-là à avoir dans votre méthode loop, mais c'est juste des détails d'implémentation, mais vous prenez juste ça, vous le mettez là. Et à chaque fois que vous voulez envoyer des données dans Cloud IoT Core, eh ben, vous avez juste à appeler publish telemetry avec le payload. Donc là, on est en train de flasher. Vous pouvez voir que ça prend un peu plus de temps à flasher parce que maintenant, dans le microcontrôleur, il y a un client MQTT, il y a une librairie pour gérer tout ce qui est température, et puis vous avez aussi de la signature de GWT. Okay. Donc il n'arrive pas à ouvrir le serial, c'est plutôt stylé. On va essayer de recommencer, allez. Donc là, on va aller dans Tools, Port. Ok, il ne retrouve pas du tout. Bon, hop. On va quitter Leader Nuno, on va essayer de le relancer, allez. Là, ce que je vais faire, c'est, vous savez, le microcontrôleur, j'ai généré un JSON, je l'envoie dans le Cloud IoT Core, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi, je le print sur l'interface série. Donc, je veux juste vérifier que ça affiche bien les infos de température, pour pas être bloqué par la suite. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant ? Prenez jamais un ordi lent, c'est jamais vraiment intéressant. Allez, putain, ça se lance. Allez, est-ce qu'il trouve quelque chose? Putain, il a complètement pété. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, on va essayer de prendre un autre microcontrôleur, on va essayer de le reflasher. Donc, hop, on va faire la même chose sur un autre. Il le trouve, l'autre pas. Ah, il le trouve, en fait, mon microcontrôleur a dû péter, genre YOLO. Allez. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? En attendant, vous voyez, ça, c'est un peu dégueulasse, parce que bien sûr, ça fonctionne, mais c'est du prototypage. Donc, ce que vous pouvez faire, et ce qui est assez cool dans Freezing, donc rappelez-vous l'outil de drag and drop de tout à l'heure, vous avez un onglet qui s'appelle PCB. Et cet onglet PCB, il génère automatiquement pour vous un PCB très facilement. Donc vous pouvez très bien mettre vos fils comme vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur Export PCB, ici, et ça va générer un fichier zip qui va contenir toutes les informations pour imprimer votre PCB. Alors vous pouvez très bien imprimer votre PCB vous-même, mais vous pouvez aussi utiliser un service web pour ça. Donc moi j'utilise PCB Web. Donc vous connectez sur ce site, vous uploadez le .zip qui a été généré par Freezing, et puis pour 1 €, vous pouvez imprimer une PCB. Donc j'en ai imprimé 5, ça m'a coûté 5 €, enfin 5 $ même pas, et puis avec les frais de port. C'est complètement abusé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé cette PCB qui est là. Donc là, c'est quand même un peu plus stylé parce que vous passez du truc dégueulasse de prototypage à un truc professionnel. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez vos microcontrôleurs sur votre PCB, vous les soudez, vous mettez votre capteur de température dessus, et puis ça devient tout de suite beaucoup plus professionnel, vous voyez. Et ça va vous coûter 1 € pour imprimer une petite PCB. Donc là, on peut voir les connexions ici. Mais c'est vraiment un PCB tout simple, mais vous pouvez faire un truc un peu plus cool. On retourne sur l'Arduino. Putain, décidément. Allez, ça c'est normal. Hein. Il essaye de flasher. Allez. On va le mettre là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en attendant? Donc la PCB, elle est plutôt stylée. Mais tant qu'à faire, autant avoir une vraie boîte dans laquelle mettre notre chose. Donc je vais quitter Freezing et on va lancer Fusion 360. Alors, décidément, incroyable.
Allez, bon, ça flash déjà l'Arduino. Est-ce qu'on peut lancer Fusion 360? Non, je n'ai pas envie de te l'ouvrir. Genre, ok. Mais c'est pas grave, parce qu'on a, évidemment, que j'ai pensé à tout, n'importe quoi. Et je dois avoir une vidéo qui va vous montrer tout ça. Allez, on va dans les assets, on va dans 3D Print. Donc dans Fusion 360, comment ça fonctionne? C'est un outil qui va vous permettre de numériser des choses en 3D. Donc ce que vous faites, ça, si vous avez votre sketch, vous cliquez sur Créer un sketch et vous allez dessiner un rectangle, tout simplement. Donc vous dessinez un rectangle. Vous allez dessiner un rectangle de peut-être 60 sur 120 mm. Donc ça fait 6 cm sur 12 cm. Donc vous faites... bon, allez... donc, allez, 60 sur 120. Vous avez votre petit rectangle que vous avez dessiné avec Fusion 360, qui est gratuit si vous voulez juste faire un truc pour vous-même. Donc, vous avez un an de licence gratuite. Donc là, on a créé un rectangle et vous allez lui donner de la profondeur. Donc, vous cliquez sur Extrude et avec la flèche, vous cliquez Glisser et vous pouvez créer de la profondeur à votre petite boîte. Donc là, vous avez votre boîte, vous avez fait un carré en 3D hyper facilement, juste en dessinant un rectangle et en lui donnant la profondeur. Après, vous pouvez aller dans Shell pour lui donner de la profondeur. Donc hop, vous faites vraiment une boîte comme ça. Et puis, c'est un peu moche, les contours carrés. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez sélectionner vos contours carrés. Et puis tout simplement, les arrondir. Et pour les arrondir, vous cliquez sur le petit filet, et puis vous avez ça qui est bien arrondi, et c'est super cool. Et évidemment, si vous faites un dessin et que vous l'extrudez, vous lui donnez de la profondeur, mais vous lui donnez une profondeur inversée, ça va faire un trou tout simplement. Donc si vous voulez faire un trou pour laisser passer un câble, donc vous faites un petit cercle, et vous allez l'extruder, mais de manière négative. Et voilà, et là c'est complètement moche, mais c'est l'idée. Et vous pouvez voir que vous pouvez vous faire des boîtes très facilement. Et après, vous allez juste dans le body, vous cliquez droit sur votre body Save as STL, et vous pouvez directement l'imprimer en 3D. Allez, on a hot-swappé notre microcontrôleur. Est-ce que ça va marcher avec le nouveau? On va tester tout ça. Allez, déjà, Sketch, allez, Tools. Il me trouve déjà un truc USB, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que... Ah, cool. Bon, j'ai un microcontrôleur qui est mort, mais c'est pas grave. Pour le prix que ça coûte, c'est pas une grande perte. Et donc, vous pouvez voir que la température est faite. Donc maintenant, vos données, elles sont dans Cloud IoT Core. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien aller, par exemple, sur Firebase, et vous pouvez créer une Cloud Function qui va prendre les données depuis PubSub. Donc, vous vous enregistrez sur PubSub dans Firebase, et puis vous les stockez dans Cloud Firestore. Pourquoi? Parce que vous pouvez, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis, vous voyez notre appareil, j'ai événements, et puis vous voyez que les événements, ils vont arriver toutes les 5 secondes, et ça, c'est le microcontrôleur qui envoie en temps réel l'humidité, la température et le timestamp. Ok, donc là, nos événements, ils sont envoyés dans Firebase. Donc, puisque c'est dans Firebase, vous pouvez très bien hoster un site statique. Encore une fois, dans Firebase, Firebase vous propose un mécanisme d'hosting qui est à base de CDN et qui va vous permettre d'hoster du site statique, par exemple un blog ou autre, très facilement. Donc, vous pouvez très bien utiliser hoster un site statique qui est avec du Plotly. Et puis voilà, vous avez votre capteur qui, en fait, envoie les données dans Cloud IoT Core. Ensuite, vous avez une Cloud Function qui prend ces données de PubSub et qui les persiste dans du Firebase. Et puisque c'est dans du Firebase, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez faire un site statique qui affiche ces données, ce qui serait beaucoup plus cool que du Firebase, vous pouvez. Mais vous savez, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est me la péter. Et en fait, quand je vais sur Instagram... Et je vois les stories de jolies filles et jolis garçons qui se la pètent à la plage. Avec, vous savez, il y a des options pour pouvoir mettre « Salut, je suis à la plage, regarde la température » et c'est plutôt cool. Et nous, on a notre microcontrôleur qui envoie la température, donc pourquoi on ne pourrait pas se la péter de la même façon? Donc on peut très bien prendre des lunettes de soleil et directement se la péter. Et ça, c'est avec les données de notre microcontrôleur en temps réel, puisque notre microcontrôleur envoie sur du Cloud IoT Core, qui envoie sur du Firebase, et puis après vous prenez des lunettes Bluetooth et puis vous faites quoi? Vous les connectez à Cloud IoT Core et puis c'est super cool, quoi. Vous la pétez un peu plus comme ça, et ça va.
Mais c'est pas fini, parce que vous voyez, on peut connecter des objets dans le cloud, on peut connecter des ordinateurs, on a vu avec HTTP. Bah, finalement, pourquoi on ne pourrait pas connecter un être humain à Cloud IoT Core? Je veux dire, nous, on est des objets comme les autres. Alors, ok, il y a certaines personnes ici qui ont une humanité, mais finalement, on est des objets comme les autres. Donc, pourquoi on ne pourrait pas connecter notre propre corps au cloud de Google? Bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et sur mon corps, je me suis mis un capteur de rythme cardiaque qui doit être assez rigolo à regarder parce que toutes les démos ont échoué aujourd'hui. Donc j'ai déployé sur Kubernetes un petit service qui est à base de InfluxDB, qui est une time series database pour sauvegarder les infos de mon rythme cardiaque dans le temps. Et puis je me suis déployé un Grafana, l'outil préféré de vos DevOps, pour pouvoir avoir des graphiques. Et évidemment, nous, on ne va pas afficher les graphiques sur les serveurs, on va afficher mon rythme cardiaque. Et alors, un être humain normal, quand il est au repos au calme, c'est plutôt du 80 battements de cœur par minute. Donc, on peut voir des pics à 161 battements de cœur par minute. Donc ça, c'est complètement le microcontrôleur qui a décidé de mourir. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah, ça devait être le Fusion 360 qui fait bah non, je n'ai pas envie de me lancer. Et bah voilà, vous pouvez connecter votre corps au cloud de Google. Alors évidemment, je ne me suis pas implanté une puce dans le corps juste pour vous faire plaisir aujourd'hui, parce que ça serait un petit peu bébête. Je me suis mis un capteur de rythme cardiaque qui est assez utilisé par les sportifs, donc ça ressemble à ça, vous savez, c'est sur une ceinture, ça a votre rythme cardiaque. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement une petite web Bluetooth, j'ai utilisé les web Bluetooth API qui était connecté à mon capteur de rythme cardiaque. Ça va bientôt descendre à 0, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis mort, mais c'est parce que je viens de débrancher ça. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait juste un petit script Node.js qui va prendre ces données depuis les web Bluetooth API et puis qui va les envoyer dans Cloud IoT Core, tout simplement. Est-ce que je vous ai tout montré? Non, je vous ai pas montré l'étape d'impression. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait faire des boîtes assez facilement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une case un peu mieux que celle que je vous ai présentée. Donc, j'ai pris des vraies mesures par rapport à mon PCB. J'ai mis des trucs comme ça avec un haut et un bas. Enfin, une partie haute et une partie bas. Et ça, c'est juste pour faire genre que les ondes Wi-Fi vont passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai exporté le STL. Et puis, ça fait des trucs plutôt stylés. Vous voyez, c'est vraiment professionnel. Et maintenant, vous pouvez utiliser un web service pour imprimer vos trucs en 3D, mais vous pouvez aussi dépenser 250 €, 270 €. Ça coûte plus très cher maintenant une imprimante en 3D, alors c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais elle coûte pas très cher. Et puis vous prenez ça, vous imprimez votre... bon là c'est un timelapse évidemment, ça va pas aussi vite. Mais vous imprimez vos trucs, et puis vous avez votre boîte en 3D après. Et donc là je me suis imprimé une petite boîte comme ça, qui est exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez tout votre PCB là-dedans, vous mettez un câble pour l'USB, vous placez ça dans votre maison, et puis c'est parti. Donc ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on vit vraiment, on a vraiment de la chance parce qu'on vit à une époque où créer un objet à partir de rien, c'est super accessible. Je veux dire, vous prenez votre microcontrôleur, vous créez du code dessus, ok, le microcontrôleur va coûter 5 €. Ensuite, vous imprimez votre PCB, ça va coûter quoi, 1 €. Vous avez peut-être besoin de capteurs à quelques euros. Vous imprimez votre boîte en 3D, ça va vous coûter quasiment rien. Et en fait, tout le monde ici, on est tous capables de créer des appareils from scratch et super accessibles. Genre, il y a 10 ans, ça coûtait des dizaines de milliers d'euros de créer un prototype en entier et d'avoir un truc. Maintenant, pour quelques euros, vous pouvez faire ça. Alors aujourd'hui, on a fait juste un capteur de température parce que c'était plus facile à montrer en démo, quoique. Mais vous pouvez faire des trucs beaucoup plus stylés vous-même. Et c'est cool. Ça fonctionne encore, ça, ou pas? Putain, c'est incroyable. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur mon Twitter ou sur mon Insta. Il n'y aura pas de photos super stylées sur Insta, mais vous pouvez aller sur Twitter. Là, vous avez un site qui va vous montrer tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez tout faire à votre propre rythme. Donc, comment connecter tout, comment créer la circuit board, comment l'imprimer, tout ça. Vous avez d'autres articles qui vous expliquent comment connecter votre microcontrôleur à Cloud IoT Core.
Et puis, si jamais vous ne voulez pas dépendre du cloud de Google et que vous voulez un truc chez vous vous-même, vous avez un autre article qui va vous dire comment envoyer tout en MQTT sur ce que vous voulez. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc là, n'hésitez pas à regarder ça si vous voulez vraiment faire les trucs à votre propre rythme. Donc vous voulez faire la même chose que ce que vous avez vu aujourd'hui, mais évidemment pas en 40 minutes. Donc vous faites ça à votre propre rythme, vous lisez les articles, et c'est plutôt cool. Cet après-midi, il y a une conférence qui va peut-être aller un peu plus loin sur ce que j'ai fait, qui est comment faire un distributeur automatique d'argent de poche pour les enfants. Donc j'imagine que c'est à base d'impression 3D et tout, et de PCB, et ça va être super cool. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a aussi les Office Hours juste après. Si vous voulez voir les microcontrôleurs en temps réel ou si vous voulez voir des implémentations de Cloud Function ou ce que vous voulez. Mais si vous avez 2-3 questions ici, je peux déjà répondre. Voilà, merci beaucoup.